Bonjour, bonjour. On va juste donner quelques minutes pour permettre aux autres de se brancher et puis ça va pas tarder. Euh, je veux juste annoncer entre-temps, les micros sont bloqués. Si vous avez quelque chose à dire, utilisez le chat pour écrire vos questions, commentaires et tout ce que vous voulez dire. Et puis, si vous pouvez juste m'envoyer un petit mot pour m'assurer que vous m'entendez, j'apprécierais beaucoup. Entendez-vous? OK, excellent. Il devrait avoir 17 personnes. Et donc, je vais juste donner quelques minutes. J'aime souvent à commencer à l'heure. Alors, vous êtes de quelle ville, rapidement, si je peux demander? Moi, je suis à Mississauga. Ah, excellent. Excellent. Ben, je vais juste donner une minute de plus avant qu'on commence. C'est souvent très important pour moi, souvent de commencer à l'heure. La présentation va être enregistrée, donc les personnes qui sont en retard vont pouvoir suivre plus tard s'il y a quelque chose qu'elles auraient raté au début. Donc, à 5, on va commencer. J'espère que vous avez vu les autres thèmes parce qu'on a une série de webinaires. Normalement, ça, c'est des ateliers qu'on donnait physiquement à notre bureau au Mississauga, mais avec le COVID, ça nous a forcé à permuter le système et aller en ligne. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose parce que je sais que la plupart de vous, si on était physiquement, probablement, euh, oui, 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 c'est possible. Oui, on peut prendre ce temps-là. Si vous pouvez donner une idée dans quel domaine, votre domaine de business, oui. Sabrina demande si vous pouvez partager vos domaines de business. Même si vous n'êtes pas encore lancé, mais dans quel secteur, dans quel domaine vous comptez vous lancer? Si vous êtes déjà lancé, peut-être donner un petit mot, mentionner juste dans quel domaine vous êtes. OK? Ah, intéressant. Les cours de français pour les petits, ça, on en a besoin.
J'aime toujours voir qu'on forme des bilingues. Alors, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, vous mettez dans le chat. Je viendrai de temps en temps voir ce qu'il y a comme question et puis pouvoir y répondre. Euh, mais on va procéder et comme je dis parfois, je m'arrêterai pour voir s'il y a des questions et répondre. Si je peux répondre à toutes les questions pendant pendant la présentation aujourd'hui, je vais le faire. Sinon, euh, je vous promets que généralement, je réponds à toutes les questions même après le webinaire. Ben alors, sans plus tarder, je vous remercie non seulement de votre inscription, mais de votre participation aujourd'hui à ce nouveau webinaire qui est opérer son business de la maison. Parfois, vous allez m'entendre dire opérer son business de chez soi, opérer son business à partir de la maison, c'est tous les termes qu'on utilise. Ça s'inscrit dans une série de webinaires qu'on donne, comme je commençais à dire tout à l'heure. Nous gérons le programme Essor dans notre bureau depuis l'année dernière, qui est un programme d'appui vraiment aux entrepreneurs, ceux qui sont déjà en affaires, mais qui ont besoin d'un appui pour la commercialisation et la croissance, mais beaucoup plus la croissance dans le sens d'attirer plus de clients. C'est vraiment l'aspect sur lequel on insiste ou sur lequel on se concentre. En même temps aussi, pour ceux qui veulent se lancer en affaires. Et ces séries de webinaires, on va avoir deux séries de webinaires. Il y a une série de webinaires pour ceux qui veulent se lancer en affaires et puis il y a une série de webinaires, on attend un petit peu plus à l'automne, qui est pour ceux qui sont déjà en affaires et qui doivent régler des questions spécifiques du genre comment utiliser les médias sociaux pour la vente, tout ce qui est autour de la commercialisation, toutes les questions précises de vente, de commercialisation, de promotion, et puis de branding et toutes les questions autour de la commercialisation, comme je dis. Alors, ça me fait toujours plaisir de devoir avoir des groupes. Parfois, il y aurait d'autres présentateurs parce que c'est pas toujours moi. Je ne sais pas tout. Quand bien même je me spécialise à l'appui au démarrage d'entreprise depuis plus de 15 ans. Mon nom, c'est Rose Cathy Handy. J'ai le privilège de piloter ce projet, ce programme ISOR, qui est un programme qui nous est rendu possible grâce au financement de la Fondation Trillium de l'Ontario. Et vous pouvez nous contacter à tout moment au 905-366-1017 pour avoir de l'accompagnement pour vos projets d'entreprise. Depuis l'année dernière, on a déjà accompagné plus d'une soixantaine d'entrepreneurs avec ce programme et qui viennent soit pour des questions spécifiques ou des questions générales à tous les niveaux. Il y en a qui sont avancés, qui ont créé des produits en termes d'innovation et il y en a qui sont encore à l'idée embryonnaire d'une idée, d'un rêve et puis on les aide. Parfois, on n'a pas l'expertise pour tout, mais on a un réseau de partenaires tout autour qui ont des spécificités et puis des spécialités dans les domaines qu'on n'a pas besoin de développer parce que eux, ils ont déjà développé l'expertise et ça nous fait toujours plaisir de référer des entrepreneurs chez eux pour des cas particuliers. Je peux citer ceux qui ont fait des inventions. On a un entrepreneur qui a inventé quelque chose, un four très spécial, qui avait donc besoin d'un suivi un petit peu plus pointu, développer le prototype, attirer des investisseurs, ainsi de suite. Et puis d'autres qui sont dans des domaines très pointus de la technologie. Donc, ça nous fait toujours plaisir de les référer. Dans notre programme à nous, quand vous venez chercher les services, voilà un peu une petite idée en bref, ce qu'on offre, c'est vraiment de rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Parce que parfois, les gens ont besoin de peut-être se mettre en contact avec d'autres entrepreneurs pour X, Y raisons, soit pour des services dont ils ont besoin, des conseils ou pour offrir leurs services. On travaille étroitement avec la Chambre de commerce de Mississauga
parce que nous sommes situés à Mississauga et la ville elle-même a plus de 55 000 entreprises et la Chambre de commerce a plus de 6 000 membres, ce qui donne un accès quand même considérable à un réseau d'entrepreneurs et plein d'autres réseaux avec lesquels on collabore. On offre des conseils gratuits et personnalisés, comme j'ai dit, parce que on a voulu un peu gérer ce programme d'entrepreneuriat de façon inverse que les programmes d'entrepreneuriat sont souvent gérés. Parce qu'habituellement, les programmes d'entrepreneuriat, traditionnellement, on met en place un programme de peut-être 12 semaines de sessions génériques, et puis après, tout le monde doit passer par là, peu importe ton idée d'entreprise, peu importe le niveau de ton processus. Et même si ça s'applique pas, et parfois, ce que j'ai constaté dans le passé, c'était que parfois, il y a certaines personnes qui pouvaient passer à travers ces 12 semaines et puis à la fin, sont toujours à la case départ. Et donc ici, nous, en négociant avec le financement de la Fondation Trillium, on a négocié de mettre un petit peu un modèle différent qui est plus personnalisé, qui est chaque personne vraiment du cas par cas. Parce que les gens peuvent être dans le même domaine d'entreprise, mais l'approche est différente, le focus est différent, le besoin est différent. Quand bien même c'est peut-être les services financiers, quand bien même c'est l'alimentation, quand bien même c'est la beauté cosmétique, mais c'est complètement différent. Et donc, on ne peut pas aborder vraiment l'entrepreneuriat si on veut aider les gens efficacement de façon collective. Et c'est pour cela qu'on a privilégié l'accompagnement sur mesure pour les gens. Et ce qu'on aide aussi, comme j'ai dit, qu'on se concentre beaucoup au niveau de la promotion, au niveau de la visibilité et au niveau de la commercialisation. Donc, on met tout un ensemble d'outils à la disposition pour augmenter la visibilité des gens, catalogues, promotion au niveau des médias sociaux et puis des salons, certains qu'on organise. On a fait le marché de Noël. En décembre, il y avait 37 entrepreneurs qui étaient venus exposer leurs produits et services ici à Mississauga. Donc, à partir du mois d'août, on va commencer des salons mensuels au Living Arts Center. Le Living Arts Center, nous, à Mississauga, on se réjouit souvent en disant c'est notre petit palais des congrès. C'est quand même un emplacement très achalandé. Donc, une fois par mois, les entrepreneurs pourront être là. Je pense que ça peut accommoder une quarantaine, une cinquantaine d'entrepreneurs de kiosques à la fois. Donc, si vous avez des produits, des services et que vous faites partie du programme, vous pouvez participer au salon. Mais même si vous ne faites pas partie, parce que c'est aussi une façon de faire partie du programme et que c'est peut-être juste ce service-là dont vous avez besoin de pouvoir participer à ces salons. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire participer les entrepreneurs à d'autres gros salons. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que parfois, ce qui limite la participation des entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de se payer un kiosque dans un gros salon qui se passe au palais de Metro Convention à Toronto ou à International Center ou bien n'importe où. Et donc, sous le couvert du programme ESSOR, nous, on a la possibilité peut-être d'aller prendre un espace, négocier un espace et en faire un espace partagé avec plusieurs entrepreneurs qui sont peut-être dans le domaine qui peuvent bénéficier. Donc, c'est le genre de choses qu'on va offrir de cette année et l'année prochaine pour les entrepreneurs. Le COVID est arrivé, ça a un petit peu affecté plusieurs choses là dans notre plan de travail, mais je pense qu'on a réajusté et on va pouvoir se rattraper à partir du mois d'août. On est un peu réconforté du fait que le confinement commence à être levé un petit peu. Dans la mesure du possible, on verra, mais à partir du mois d'août, c'est supposé qu'à partir d'août, on va commencer les salons mensuels où je vous encourage de participer le mois qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé d'être là tous les mois. Le mois qui vous convient et puis utiliser aussi les autres services. Alors, je vous encourage beaucoup à nous appeler pour l'accompagnement de dans vos projets d'entreprise parce qu'on est vraiment là pour ça. Et l'accompagnement est gratuit, ces webinaires sont gratuits. Bientôt, on va avoir une série mensuelle qui va vraiment se concentrer sur les plateformes de vente. Donc, comment vendre sur Shopify, comment vendre sur Amazon, comment vendre sur Facebook, comment vendre sur Instagram
Et puis, chaque mois, on aura un spécialiste qui va venir expliquer vraiment comment vous pouvez profiter de cette plateforme aussi et puis pour pouvoir vendre efficacement. C'est un peu le genre d'outils qu'on développe et puis des ressources qu'on met à votre disposition. Et puis, je vous encourage vraiment à vous en servir. Et je rappelle que le numéro de téléphone, c'est 905-366-1017. Ça vous permet de nous rejoindre à tout moment. Je préfère le rappeler maintenant parce que si vers la fin, le temps ne permet pas, comme ça, je ne vais pas oublier. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est opérer son business de chez soi, de la maison. La raison pour laquelle ça, c'est un thème on avait choisi, c'est parce qu'on a constaté que pratiquement 8 sur 10 des entrepreneurs qu'on a vus jusqu'à date, c'est des personnes qui rentrent dans cette catégorie-là. Il y a peut-être 2 qui ont leur bureau, qui ont leur local à l'extérieur, mais 8 sur 10 vraiment rentrent dans cette catégorie. Donc, et en fonction de tout ce que j'entends depuis l'année dernière, c'est là que c'était important de s'arrêter un petit peu sur ce thème-là pour essayer de lever un petit peu certains mythes ou bien de pouvoir faire comprendre faire comprendre aux entrepreneurs comment vraiment mieux tirer avantage de ce concept-là et de ce choix de gestion de son entreprise. Parfois, c'est par accident, parfois, c'est par volonté qu'on se retrouve à gérer son entreprise à partir de chez soi. Mais tant qu'à faire, si c'est ça qu'on doit faire, comment il faut le faire de façon optimale? Alors, à l'intérieur, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a 2 concepts qu'il faut conjuguer en un. Le concept d'opérer son business qui répond à des normes spécifiques, il faut pas oublier. Le concept de opérer son business de chez soi qui répond aussi à certaines normes. Parce que la plupart du temps, les gens pensent que opérer son business de chez soi, c'est facile, c'est la facilité, c'est la simplicité. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est pas la simplicité, c'est pas la facilité. On gère toujours son business. Mais contrairement à ce qu'on croit, en fait, on a l'autre obligation supplémentaire qui est que parce qu'on est chez soi, il faut mieux définir certains cadres. En fait, il faut doubler de vigilance. Alors, c'est pour pouvoir passer à travers ces 2 concepts-là que j'ai voulu qu'on ait un peu cette présentation pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur, pour rappeler ce qui vous attend, vous, en tant qu'entrepreneur, et que vous avez décidé d'opérer votre business à partir de chez soi. Je dois rappeler au départ que ici, là, dans le cadre de ces webinaires ou de ce programme ESSOR, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément le side business, le side hustle, le side business dont on parle, qui est juste quelqu'un qui veut choisir une petite opportunité pour faire de l'argent. Mais c'est vraiment dans l'entreprise, dans le sens structurel, dans le sens commercial, dans le sens de choix, d'un choix économique. Quelqu'un qui décide de s'épanouir professionnellement et financièrement par cette forme d'action économique, de cette forme, cette structure commerciale. Donc, qui veut dire que c'est quelqu'un qui va s'engager à devoir vraiment travailler à temps plein, si pas maintenant, mais c'est au moins c'est ça l'aspiration, et que c'est à partir de ça que la personne va générer ses revenus pour pouvoir vivre tout au long de sa vie. C'est vraiment l'idée qu'on veut générer pour pouvoir encadrer les gens pour réussir dans ce choix-là. Et donc, tout mon propos va tourner, va présumer que c'est ça l'objectif. Ça ne veut pas dire que si pour vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est un business à côté et que ça ne s'applique pas. Et que si pour vous, c'est peut-être juste quelque chose de saisonnier ou vous vous amusez, ça s'applique pas. Si ça peut vous aider, tout ce que je vais partager, tant mieux. Mais juste pour que vous compreniez qu'à la base, on est en train de regarder un entrepreneur qui veut vraiment, qui a une idée précise et qui voudrait, au besoin de se concentrer, que ça soit son activité professionnelle à temps plein et que c'est à travers cette activité que cette personne va s'épanouir professionnellement et économiquement. Alors, j'ai voulu, parce que dans toute discussion, c'est toujours bon de mettre un petit cadre rapide, parce qu'on a juste 1h30 là.
de mettre un petit cadre rapide juste pour que ça vous donne une petite idée de comment la conversation va être structurée. Comme j'ai dit, il y a deux piliers, opérer son business et puis opérer un business de chez soi. Donc, la première partie, là, je vais rappeler des notions de base pour réussir son entreprise parce que quand bien même vous travaillez à partir de la maison, vous avez quand même d'abord l'obligation de réussir votre business, donc d'opérer un business. Et de l'autre côté, vous opérez un business de chez vous. Et donc, passer à travers les deux aspects. Et puis, le troisième aspect, ça va être de parler donc de qu'est-ce que vous devez surveiller, qu'est-ce que vous devez regarder pour pouvoir réussir dans cette aventure dans laquelle vous lancez. L'aventure qui a deux volets et ces volets vous incombent comme responsabilité ou comme obligation au-dessus de vous. Alors, dans le rappel des notions de base pour réussir son entreprise, je ne vais pas rentrer en détail parce que la semaine prochaine, le webinaire qu'on a la semaine prochaine, qui est y a-t-il une idée d'entreprise, y a-t-il une affaire dans votre idée d'entreprise? C'est un webinaire qui rentre vraiment en détail, qui se concentre exclusivement sur ça. On a fait ce webinaire-là au mois d'avril, au mois d'avril, le début mai. Et puis, en fonction des questions qui étaient venues après, j'ai pensé que ce serait bon de remettre ce webinaire-là pour ajouter les éléments qui ressortaient des questions qui étaient posées, pour que ça soit un petit peu plus complet et puis plus instructif. Mais je vais quand même rappeler les notions de base qu'il y a pour réussir une entreprise, peu importe que ce soit à la maison ou ailleurs. Ça, c'est les aspects de base pour réussir son idée d'entreprise. Et donc, quand vous décidez de gérer votre entreprise, d'opérer votre business à partir de la maison, votre première obligation est d'abord celle qui est de vous assurer que vous allez opérer un business qui va réussir. La première des choses qu'il y a, c'est de savoir que tout business, toute entreprise, pour que l'entreprise réussisse, doit répondre à ces trois principes. Ça, c'est les trois principes de toute entreprise tout au long de la vie d'une entreprise. Peu importe que ce soit pour 1 an, pour 10 ans, pour 20 ans, pour 40 ans, pour un siècle, les trois principes doivent toujours être respectés, doivent toujours être satisfaits pour que l'entreprise vive. Le premier principe, c'est la faisabilité. Le deuxième, la rentabilité. Le troisième, c'est la viabilité. Dans le principe de faisabilité, ce qu'on regarde souvent à l'intérieur, c'est est-ce que mon idée est réalisable? Est-ce que mon idée est vendable? Et donc, est-ce que mon idée va être capable de générer les revenus? Parce qu'on parle d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise s'il n'y a pas cet échange commercial où il y a un produit ou un service que quelqu'un va vendre contre de l'argent. Et donc, il faut que ça soit réalisable, il faut que ça soit vendable, il faut que ça puisse générer des revenus. Si ça ne vous génère pas de revenus, vous n'avez pas d'entreprise, on ne peut pas parler d'entreprise. Si elle n'est pas réalisable, vous ne pouvez même pas la lancer. Et s'il n'y a rien à vendre, vous n'allez jamais pouvoir générer ces revenus-là. Et c'est à vous de pouvoir faire tous les devoirs nécessaires pour déterminer si votre idée d'entreprise est faisable. Et c'est pour cela que généralement, avant de démarrer l'entreprise, il y a toute la période de construction, de planification, où vous allez faire des études, vous allez faire des plans, vous allez tester votre idée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça c'est quand vous confirmez la faisabilité que maintenant vous pouvez aller regarder l'aspect rentabilité. Comment on peut déterminer qu'une idée est faisable et puis une idée peut générer? Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que à chacun, comme j'ai dit, c'est du cas par cas. Et c'est chacun qui doit voir. Les deux exemples que je sélectionne souvent pour partager, c'est par exemple, il y a un monsieur qui était venu me voir, qui avait 71, 72 ans, suite à un voyage en Jamaïque, qui était parti en Jamaïque et puis est revenu, se disant, mais je suis allé en Jamaïque, je restais dans un hôtel et à partir de là, j'ai vu que
il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne peuvent pas bénéficier des vacances ou bien de ce que moi je viens de vivre. Alors, j'ai eu une idée de créer un business qui me permet d'avoir un bateau qui ramasse les gens du Canada ou de l'Amérique du Nord et qui peut les amener en Jamaïque. Ça, c'est une très bonne idée. Mais est-ce que l'idée est réalisable? C'est là où il y a la question. Oui, il y a des croisières qui existent, il y a des tours guidés qui existent, mais l'idée du monsieur, c'était que c'est lui-même, lui veut être propriétaire de son propre bateau et c'est lui qui va organiser, ramasser toutes les personnes qui doivent aller en vacances, qui ont besoin d'aller en vacances, et puis leur offrir ce voyage-là et puis pouvoir les ramener. On peut se dire que c'est des choses qui se font depuis là, mais du moment que l'idée ajoute la variable, il veut être propriétaire du bateau. C'est une variable qui change complètement le concept traditionnel des croisières. Il veut être celui qui organise, que c'est sa compagnie qui va organiser. Là, il a 72 ans. Lui-même, il n'a pas de l'argent pour pouvoir acheter le bateau. Donc, ça va rentrer dans plein de considérations pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir avoir ce bateau-là et pouvoir organiser. Mais entre-temps, il est rentré tout excité parce que pendant qu'il était en Jamaïque, il a déjà parlé à deux personnes qui étaient dans le resort, dans l'hôtel où il était, qui disaient, ah oui, oui, eux, ils sont prêts à travailler avec lui là-dedans. Et donc, tout l'enthousiasme, lui, voyait déjà son idée en train de fonctionner. Mais or, il y a des aspects techniques et des aspects très précis qu'il faut considérer pour voir si son idée est réalisable. L'autre exemple que je prends juste pour illustrer le vendable et puis génératrice de revenus, j'ai plusieurs personnes qui sont venues au bureau en disant moi je veux me lancer je veux faire une entreprise qui aide les immigrants. C'est vrai que l'aspect aider est toujours un peu très problématique pour moi quand j'entends ça. Mais l'idée, c'était que je vois des immigrants qui arrivent ici, qui ne savent pas où aller, où trouver les services dont ils ont besoin. Moi, je veux les aider dans ça. Et donc, je veux mettre un service qui va pouvoir donner l'information aux gens, qui va pouvoir les guider où aller. La question première, c'est est-ce que les gens vont payer pour un service comme celui-là? Est-ce que les gens, est-ce que les gens vont vouloir, est-ce que ce service-là va pouvoir générer des revenus pour qu'on puisse appeler ça une entreprise? Oui, c'est bien d'aider, mais il y a le 211 qui existe déjà, il y a Google qui existe où les gens peuvent aller sur Google et trouver leur information. Les gens peuvent avoir ce besoin, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ce service-là? C'est là la question. Donc, c'est souvent des petites questions qui sont posées en fonction de l'enthousiasme et l'excitation qu'on a au début, comme j'ai telle idée, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vendable à l'intérieur? Ben, si c'est vendable, ça peut générer des revenus. Et c'est vraiment des questions qu'on doit se poser à tout moment au début quand on est en train de lancer son entreprise. Mais c'est pas seulement au début, c'est tout au long. Parce qu'il y a une raison pour laquelle parfois une entreprise qui était là depuis 15 ans, 20 ans doit fermer. Parce qu'à un certain moment, peut-être la faisabilité n'est plus là. Il y a quelque chose qui n'existe plus, ce n'est plus vendable, ce n'est plus faisable, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un principe qui suit l'existence de l'entreprise. Supposons maintenant que vous avez fait la faisabilité, vous avez établi que oui, il y a quelque chose qui se vend, il y a quelque chose, vous pouvez générer les revenus. La question de la rentabilité rentre. Est-ce que les revenus sont assez pour que ça puisse faire vivre l'entreprise et que ça puisse vous faire vivre vous? Parce que quand vous êtes en train de gérer une entreprise, vous voulez générer assez de revenus pour que l'argent qui sort de là peut même couvrir déjà même les frais de la gestion de cette entreprise. Parce que toute entreprise vient avec son ensemble de dépenses. Est-ce que vous générez donc assez de revenus pour déjà même couvrir les dépenses de cette entreprise et qu'en plus de ça, ça couvre vos dépenses à vous parce que c'est l'activité économique que vous avez choisie par laquelle vous devez vivre. Et donc, il va falloir s'assurer que le principe de rentabilité est aussi rempli et qu'il y a assez d'argent pour que vous puissiez continuer à opérer tout le temps. Et donc, le business doit générer assez de revenus pour maintenir l'opération de ce business. Bon, supposons maintenant que la faisabilité est là, la rentabilité est là aussi. La question de la viabilité intervient pour s'assurer que
Il y a assez d'argent, oui, la rentabilité là, mais c'est assez et continue et de façon consistante pour que vous puissiez opérer ce business année après année, après année, après année. Parce que si vous êtes dans le cadre où c'est ce que vous avez choisi comme mode, comme j'ai dit, comme mode économique et comme carrière professionnelle, vous gérez votre entreprise, c'est par là que vous générez les revenus. Il faut savoir que votre vie aussi peut évoluer. Le contexte peut évoluer, donc il faut que l'entreprise soit capable de gérer assez de revenus pour couvrir tout ça là et que vous continuez à être opérationnel après année et que vous, votre vie, même si votre statut de vie change, c'est aujourd'hui, vous pouvez être seul, l'année prochaine, vous êtes marié, 5 ans après, vous avez 2, 3 enfants et les dépenses augmentent et toutes sortes de choses s'ajoutent. Est-ce que cette entreprise continue de générer assez de revenus et sa rentabilité au point où il y a assez de revenus pour pouvoir continuer à couvrir année après année, peu importe ce qui arrive. C'est vraiment juste pour vous montrer les 3 principes, comment ces principes-là doivent être respectés de façon constante tout au long de la vie d'une entreprise. Et tout ce que vous allez donc faire dans l'opération de votre entreprise, la gestion de votre entreprise, doit concourir à maintenir la satisfaction de ces 3 principes, que ces 3 principes-là soient réunis et soient respectés tout au long. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est bien sûr le type de l'entreprise que vous allez choisir. Quand vous travaillez, quand vous gérez votre entreprise à partir de la maison ou dans un local, c'est très important le type d'entreprise. Vous devez choisir le type d'entreprise parce que c'est ça qui fait le lien entre vous et la loi. Parce que partout où vous êtes, vous savez que quand vous êtes citoyen, vous commencez à générer des revenus. L'État doit être partie prenante là-dedans, veut aussi bénéficier de ça, de votre activité. Et donc, le type d'entreprise que vous allez choisir va définir votre relation entre l'État et la fiscalité, entre vous-même et la fiscalité. Et donc, c'est très important d'être conscient des différents types d'entreprises et de pouvoir choisir le meilleur type d'entreprise en fonction de votre situation. Beaucoup d'entreprises s'écroulent parce qu'on n'a pas choisi le bon type d'entreprise. Beaucoup d'entreprises se heurtent à des difficultés parce qu'on n'a pas bien compris les différents types d'entreprises. Pour ce cas-ci, comme on va avoir un webinaire qui a incorporé ou enregistré son business, qui va rentrer vraiment exclusivement sur la question des différents types d'entreprises et que vous pourrez, si vous avez besoin d'avoir plus de détails là-dessus, je vous invite à participer. Et puis, si vous n'avez pas le temps de participer, quand on finit, après 2 sessions, la 3e session, c'est juste à faire rejouer ce qui a été présenté, donc vous pourrez avoir le lien pour écouter ce qui a été expliqué. Mais pendant qu'on y est, juste pour survoler rapidement, il y a généralement 4 types d'entreprises, peu importe le pays où vous êtes, peu importe la ville où vous êtes, ça s'appelle différemment, mais ça veut dire la même chose. Le premier type, c'est l'entreprise individuelle, qu'on appelle en anglais sole proprietor ou à propriétaire unique, parce que c'est vous seul qui dirigez et donc, généralement, vous vous substituez à l'entreprise se substitue à vous, donc vous êtes jumelés, vous êtes la même personne. Et ici, généralement, les gens choisissent ça parce qu'il n'y a pas de lourdeur administrative. C'est vraiment très simple. C'est vous-même qui décidez, vous contrôlez tout, vous décidez tout et ça vous simplifie la vie. La plupart du temps, les gens qui choisissent, les consultants, par exemple, les personnes qui sont des professionnels et qui offrent un service unique, choisissent généralement ce modèle-là. Mais faut quand même savoir que il y a des restrictions au niveau fiscal parce que vous et l'entreprise, vous êtes la même personne. Ça veut dire que s'il y a un pépin avec l'entreprise, ça peut vous affecter, vous, individuellement. Donc, si vous devez de l'argent, par exemple, à quelqu'un et puis qui décide de venir, la personne peut venir saisir vos biens pour pouvoir payer, pour recouvrir son argent de dette et vice-versa. Si vous, en tant qu'individu, vous avez un problème, peut-être vous ne pouvez pas, vous êtes malade, vous ne pouvez pas opérer, ça affecte aussi
l'entreprise, ou bien si vous-même vous déclarez une faillite personnelle, bien sûr, la compagnie va aussi souffrir de ça. Donc, mais c'est très important de pouvoir comprendre les avantages et les inconvénients par rapport à ce type d'entreprise. Le deuxième type d'entreprise, c'est société en nom collectif. Ici, c'est vraiment juste dans le cas où il y a des partenaires qui décident de partager une même entreprise, donc vont partager les responsabilités. C'est comme 3 ou 4 individus qui décident de se mettre ensemble pour gérer une même entreprise, donc assument les responsabilités au même niveau. C'est pas une corporation comme on entend, c'est vraiment comme une entreprise a été enregistrée, mais on dit qu'il y a 4 ou 5 personnes qui gèrent la même entreprise. C'est la même chose comme dans une entreprise individuelle, mais c'est juste qu'ici, il y a plus d'une personne qui est à l'intérieur. Ça veut donc dire que souvent, en termes de responsabilité, vous tous, vous êtes responsables de l'entreprise. Donc, ce qui affecte l'entreprise affecte tout le monde. Ce qui affecte une personne affecte aussi tout le monde, affecte aussi toute l'entreprise en général. Donc, ça veut dire que si dans les 3 ou 4 partenaires que vous avez, il y a une personne qui fait faillite, ou bien il y a une personne qui a des créanciers, les créanciers peuvent venir saisir ce que vous êtes en train de faire dans l'entreprise, parce que, comme j'ai dit, l'individu est associé directement à l'entreprise, et donc c'est souvent très important de savoir les avantages, les inconvénients des limites à l'intérieur. Ici, là, la plupart du temps, c'est le cas des entreprises familiales, parce que la plupart du temps, un homme marie une femme marie un homme, et puis se disent, OK, on lance l'entreprise, et puis on va mettre nos 2 noms sur les raisons X pour des raisons X, Y. Il arrive parfois qu'il y a un divorce à l'intérieur. Il arrive parfois que peut-être une des 2 personnes a un problème criminel. Il arrive parfois que toutes sortes de raisons. Et puis, ce qui arrive à une personne peut affecter immédiatement l'entreprise. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre ce modèle-là. Le troisième modèle, c'est société par action. C'est ce qu'on entend souvent par les corporations. Ici, vos responsabilités personnelles sont limitées parce que vous les transférez à une personne morale. Parce que vous, en tant qu'individu, vous vous détachez de la corporation. Vous créez une personne qui n'est pas physique, mais vous créez une personne qui est une structure qui va assumer les responsabilités de l'entreprise. Et ici, il y a beaucoup de paperasserie à passer à travers parce que vous allez devoir définir le niveau de responsabilité. Si vous êtes seul, bon, c'est plus facile, vous allez avoir des actions à 100%, mais s'il y a d'autres personnes, vous allez définir dans les degrés de responsabilité des différentes personnes, à quel niveau les personnes interviennent et quels sont leurs rôles et quelles sont leurs limites de responsabilité, ainsi de suite. Et c'est souvent un modèle qui est beaucoup conseillé aux gens parce que ça protège la personne individuelle. Ici, à ce niveau-ci, s'il y a un problème avec l'entreprise, par exemple, l'entreprise est en train de faire faillite, ça ne veut pas dire que vous, individuellement, vous êtes en train de faire faillite. Les dettes de l'entreprise ne sont pas forcément les dettes de la personne. Et vice-versa, les dettes de la personne n'affectent pas forcément l'entreprise. Et donc, il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients parce que parfois, s'il y a plusieurs partenaires à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut gérer quand même beaucoup de degrés de responsabilité et de beaucoup de degrés de prise de décision et de pouvoir, de pouvoir décisionnel à l'intérieur il faut surveiller. Le quatrième cas, c'est la société à responsabilité limitée. Ici, là où c'est que vous avez votre société, mais il y a d'autres personnes qui assument quand même des responsabilités à l'intérieur de votre société. Le cas le plus palpable, c'est généralement les franchises. Parce que dans les franchises, vous êtes propriétaire de votre branche, vous êtes propriétaire de votre entreprise, mais il y a quand même quelqu'un d'autre qui a des responsabilités sur votre entreprise et qui peut faire fermer, écrouler toutes sortes de choses qui affectent votre entreprise. Et vous êtes le franchisé, il y a un franchiseur en haut qui, s'il décide maintenant de fermer la chaîne, ça vous affecte. S'il décide de modifier quelque chose dans peut-être les politiques, ça vous affecte. Et parfois, certaines décisions ne dépendent pas de vous parce qu'ils peuvent être ceux qui viennent et qui décident même la couleur de vos murs, qui peuvent décider le produit que vous êtes en train
de vendre et puis où vous pouvez vous ravitailler, ainsi de suite. Et donc, quand vous travaillez, vous décidez de gérer votre entreprise à partir de la maison. Ça, c'est une décision capitale à devoir prendre. Quel est le type d'entreprise que vous choisissez? Parce que ça va devoir, comme j'ai dit, ça va déterminer votre relation avec la fiscalité au niveau légal, vos responsabilités. Ça va déterminer vos responsabilités avec les partenaires. Mais ça va aussi avoir un impact sur la gestion même au quotidien de votre entreprise. Et donc, c'est très important de pouvoir s'asseoir et regarder les différents types, regarder sa situation personnelle et choisir le bon type d'entreprise, le bon type de société que vous voulez mettre. Parce que parfois, on a tendance à se jeter sur l'entreprise individuelle, mais l'entreprise individuelle, est-ce que c'est elle qui protège mieux vos biens? Est-ce que c'est elle parce que, hey, on a des situations, par exemple, aujourd'hui, on a le Covid, beaucoup d'entreprises sont retrouvées avec des problèmes, avec des dettes. Il y a certains créanciers qui peuvent venir vous saisir votre maison parce que ce que vous aviez, c'était une entreprise individuelle dont la dette de l'entreprise, c'est votre dette personnellement. Mais est-ce que la société par action, oui, est-ce que c'est pas le meilleur modèle pour vous, pour pouvoir vous protéger? Est-ce que la société en nom collectif, dépendamment de comment vous êtes avec vos enfants, avec vos frères, vos sœurs, les camarades de classe avec qui vous décidez de lancer un business, comment vous protégez mieux? C'est très important de prendre la peine de s'arrêter une minute et de pouvoir bien déterminer quel est le type d'entreprise que vous allez devoir enregistrer pour que vous puissiez vous protéger et protéger votre entreprise. C'est souvent une de vos premières responsabilités quand vous êtes en train de démarrer une entreprise, comme je dis, peu importe que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Le troisième aspect quand on est en train d'opérer une entreprise, c'est vraiment maintenant que vous avez une idée et que vous voulez la structurer parce que vous voulez maintenant vous lancer dans le processus de démarrer votre entreprise. Généralement, le processus de préparation de l'entreprise, moi, j'ai défini 5 piliers à examiner pour démarrer son entreprise. Vous décidez de démarrer de la maison ou vous décidez de prendre un local, ça change rien. Vous devez passer à travers ces 5 piliers pareils. Et les 5 choses à examiner, parce que c'est ça qui va vous guider tout au long de votre préparation. Et ce qui fait souvent que parfois les gens ne réussissent pas ou bien parfois l'entreprise ne met pas sur le bon chemin, ne commence pas du bon pied parce que les gens n'ont pas pris la peine de s'asseoir et de regarder cet aspect. Il y a l'aspect de structurer son idée d'entreprise. Il y a l'aspect de construire son projet d'entreprise avant même de lancer son entreprise. Ceux qui réussissent leur projet d'entreprise, c'est des gens qui ont pris la peine de passer à travers ces 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, ça, c'est les 3 piliers que vous allez devoir examiner. Peu importe, à l'idée de structurer son idée d'entreprise, vous allez passer à travers ces 5 piliers. À l'idée maintenant de construire son projet d'entreprise, c'est là où vous allez devoir développer des plans, des études de marché, des plans de ci, des plans de ça. Et c'est toujours ces 5 piliers-là que vous allez devoir examiner. Au moment du lancement, pareil. Et pendant tout le temps que vous allez devoir gérer votre entreprise, c'est toujours les 5 piliers qui interviennent. Et une fois que vous êtes conscient de ça, ça vous aide vraiment à devoir avancer. Et comme j'ai dit, ça, c'est les 5 piliers qu'on analyse en détail dans le webinaire de la semaine prochaine. Mais juste pour survoler un tout petit peu, les intentions. C'est très important de toujours savoir pourquoi on se lance en affaires. C'est une question primordiale. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pourquoi on se lance en affaires. Tout est juste votre capacité à pouvoir faire en sorte que votre idée, vous allez la piloter jusqu'à la réussite. Mais c'est très important d'être conscient de l'intention. Pourquoi vous vous lancez en affaires? Parce que c'est ça qui va guider vos démarches. C'est ça qui va guider vos stratégies. C'est ça qui va devoir guider, même vous donner la motivation tous les matins pour aller faire ce que vous devez faire, pour aller atteindre les cibles que vous êtes fixées, les résultats que vous voulez atteindre. Alors, c'est très important de prendre la peine de s'asseoir et vraiment mettre les intentions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous étiez retrouvé dans une situation financière catastrophique que vous vous êtes rendu compte que vous avez un savoir-faire que vous pouvez mettre sur le marché?
Est-ce que c'est parce qu'il y a un produit que vous avez vu et dont les gens ont besoin et que vous voulez mettre sur le marché? Est-ce que c'est parce que vous avez perdu votre emploi et vous vous rendez compte que ben, peut-être au lieu de travailler pour d'autres personnes, c'est peut-être le temps pour vous de vous mettre à votre propre compte? Est-ce que c'est même parce que l'idée la plus extrême, c'est même parce que vous avez vu quelqu'un qui est en train de faire quelque chose depuis longtemps et puis vous voyez la personne faire et puis vous dites que ben, vous pouvez faire mieux que cette personne, vous êtes capable de faire pareil et même faire mieux et que vous voulez montrer et prouver que vous pouvez faire plus que cette personne et mieux que cette personne. Comme j'ai dit, personne n'est là pour vous juger parce que c'est votre idée, mais c'est vos intentions, mais il faut être honnête avec vos intentions et vous les dire vous les dire ouvertement et devoir vraiment mettre sur papier et ça va vous guider au niveau de la planification. Parce que quand on prend l'exemple extrême que j'ai pris là, ça va vous aider parce qu'au départ, hein, quand vous allez faire l'étude de marché, vous n'allez pas oublier d'aller voir cette personne-là que vous voulez peut-être écraser complètement, de comprendre pourquoi la personne n'a atteint que ce niveau-là. C'est très important d'avoir cette information-là. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, peut-être que vous jugez de l'extérieur, mais dès le départ, vous savez que c'est vous, vous allez vous positionner en concurrent de cette personne, ou bien la personne est votre compétition immédiate. Et ça dicte un petit peu votre démarche, comment vous allez commercialiser, comment vous allez mettre votre produit, comment vous allez le définir, votre système de gestion, opération, ainsi de suite. Ça vous donne juste une idée de pourquoi c'est souvent important d'être clair au niveau des intentions et que ça vous aide aussi à savoir où vous allez chercher l'aide et comment vous allez déterminer de quoi vous avez besoin. Le deuxième pilier, c'est l'idée même. Si vous n'êtes pas clair sur ce que vous vendez, c'est très difficile pour vous de le vendre. Parce que parfois, il y a beaucoup de subtilité dans un produit ou dans un service. Il y a beaucoup de variantes dans un service ou dans un produit. Et dépendamment des variables, dépendamment des subtilités, ça dicte tout un autre système de business que vous devez conduire. L'exemple que j'aime souvent prendre, c'est l'exemple de la question de l'alimentation. Quand on prend la question de l'alimentation, vous savez que dans l'alimentation, ça part de l'agriculture jusqu'à l'importation, jusqu'à la transformation, jusqu'à même la photographie, où il y a certains photographes qui sont spécialisés à ne prendre que des photos de tout ce qui est nourriture, et ainsi de suite. Il y a des magazines qui sont spécialisés dans l'industrie. Donc, dans la question de l'alimentation seule, il y a tellement de possibilités de business ou si vous restez juste sur le fait que vous êtes dans l'alimentation, c'est très difficile de pouvoir structurer votre projet d'entreprise, c'est très difficile de pouvoir concrétiser. Donc, il faut vraiment arriver à prendre votre idée et passer le temps à bien énumérer, voir toutes les subtilités et de voir par rapport à toutes les variantes qu'il y a à l'intérieur, laquelle vous devez choisir que c'est sur ça que vous allez vous concentrer. Et c'est souvent très important de prendre le temps de pouvoir se poser ces questions-là, de bien définir. Parce que c'est quand vous allez bien définir que vous allez pouvoir déterminer où il y a quelque chose de vendable à l'intérieur de votre idée. Et c'est ça qui va vous faciliter à fixer le prix. C'est ça qui va vous faciliter à pouvoir générer les revenus à la hauteur de vos ambitions et de vos aspirations professionnelles. Donc, c'est très important de prendre la peine de vraiment bien comprendre aussi les nuances du marché à l'intérieur d'un seul concept, comme j'ai dit là, par exemple, l'alimentation. Le troisième pilier, c'est le besoin. Je sais que la plupart du temps, pour les entrepreneurs, ce qu'on leur dit, c'est que l'entrepreneuriat, c'est que trouve un besoin et propose une solution. Oui, c'est vrai que théoriquement, c'est ce que l'entrepreneuriat veut vraiment dire. Trouve une solution pour un besoin. Mais en termes pratiques, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est un petit peu plus technique, plus précis que ça. Encore faut-il que tu définisses réellement quel est le besoin auquel tu veux répondre. Et c'est souvent très important pour les gens de prendre la peine de définir le besoin parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans un même concept. Je reviens sur la question de l'alimentation. Chaque individu sur Terre, même les animaux, ont besoin de s'alimenter. Mais quand, dans le besoin de s'alimenter,
On intervient à plusieurs niveaux, donc les solutions sont à plusieurs niveaux. Certains pour s'alimenter vont aller dans un magasin acheter la nourriture et venir préparer. D'autres pour s'alimenter vont aller s'asseoir dans un restaurant et se faire servir. Et d'autres pour s'alimenter vont aller vers un traiteur qui va leur apporter qui va préparer leur nourriture. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a aussi l'autre aspect qui est quelqu'un peut avoir besoin de café, mais le café est à $1 à McDonald's, il est à 3 ou 4 dollars à Starbucks, et il est peut-être à 2 dollars à Tim Hortons, ainsi de suite. Un même individu dans un quartier précis, à un angle précis, pour acheter son café, et peut-être même à l'autre angle, quelqu'un le donne gratuitement, ou quelqu'un peut le faire chez lui. Qu'est-ce qui va faire que une personne va faire son café à la maison avant de sortir, l'autre, quand bien même il existe un McDonald's à l'autre point de la rue, va aller l'acheter à Starbucks, ainsi de suite. Tout ça, ce qui est derrière, c'est le besoin de chaque individu. Parfois, le besoin n'est pas toujours un besoin direct physiologique comme on croit. Le besoin peut être au niveau de l'estime, le besoin peut être au niveau de cette reconnaissance, le besoin peut être à tous les niveaux. Et donc, c'est très important, vous, en tant qu'entrepreneur, d'aller vraiment déterminer à quel besoin précis vous voulez répondre. Votre solution s'applique à quel niveau? Et c'est ça qui va vous aider aussi à bien déterminer votre projet d'entreprise. La plupart du temps, les gens échouent parce qu'ils n'ont pas bien compris à qui ils sont en train de parler, à qui ils sont en train de proposer une solution. Donc, ils passent le temps à vouloir. Je prends l'exemple d'un entrepreneur qui a mis son restaurant au niveau à Scarborough, au bout de Scarborough. Moi, j'habite par exemple à Mississauga. Et puis, il n'a pas de service de livraison, mais est tout le temps en train d'envoyer de l'information, par exemple, sur Facebook à des personnes comme moi. Je ne conduis pas. Est-ce que je vais partir de Mississauga pour aller devenir son client régulier? Et donc, si quelqu'un est en train de bâtir son entreprise en comptant sur les gens comme moi, la personne pourra avoir accidentellement une fois par année où je m'arrête, là, j'achète quelque chose. Mais je ne peux pas devenir le client régulier. Et donc, c'est très important de comprendre quel est le besoin auquel on veut répondre. Le quatrième aspect, c'est vraiment la capacité personnelle, parce que comme vous savez, quand vous êtes en train de lancer une entreprise, c'est vous qui êtes au cœur de tout ce qui va se faire. Donc, c'est très important de vous comprendre, vous, votre personnalité, vos atouts, vos habiletés, vos compétences, vos ressources et le réseau autour de vous, parce que c'est tout ça que vous allez amener et contribuer au niveau de la réussite de votre entreprise. Si vous les évaluez pas très bien, vous n'allez pas pouvoir savoir où il y a les écarts à combler. Vous n'allez pas pouvoir savoir de quelle aide vous avez besoin. Et c'est très important aussi de savoir de quelle expertise vous allez avoir besoin. Je répète souvent que vous n'avez pas besoin d'être expert dans ce que vous êtes en train d'offrir dans votre entreprise pour que votre entreprise puisse vivre. Mais c'est très important pour vous d'être conscient que c'est pas vous l'expert, mais vous êtes en train de vouloir mettre sur pied une entreprise dans un certain secteur dans lequel vous n'êtes pas expert, donc vous allez peut-être devoir acheter cette expertise-là pour que votre entreprise puisse avancer. Et ça vous aide donc dans votre planification de pouvoir intégrer ça dans votre planification, de savoir que vous allez devoir acheter l'expertise pour continuer à avancer. Et donc, c'est très important d'être conscient de la capacité personnelle qu'on est en train d'amener dans son projet d'entreprise. Le cinquième pilier, c'est vraiment la valeur du projet. Une des grandes erreurs que les gens commettent, c'est qu'ils se lancent dans le rêve, alors que la plupart des entreprises, tu peux évaluer dès le départ quel est le minimum que ton entreprise peut produire avant même de pouvoir te lancer. Ça ne veut pas dire que si tu trouves que le minimum est bas, ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes ton idée. Mais souvenez-vous que vous êtes ici à une étape de démarrage de votre entreprise, de planifier, de structurer votre projet d'entreprise. En fonction de ce que vous allez évaluer, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir mieux organiser votre planification, de savoir donc quelle est la meilleure structure que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs.
Je prends l'exemple des personnes qui ont, par exemple, des services de traduction. Si, par exemple, au départ, tu établis que dans la traduction, ça prend, par exemple, pour traduire 150 mots, ça prend 5 minutes pour traduire 150 mots. Et tu sais qu'une journée n'a que 24 heures. Si tu dois travailler 7 jours, même si tu travailles 7 jours par semaine, si une journée n'a que 24 heures, tu peux calculer très rapidement en tant que toi, individu, et que ça prend 5 minutes pour traduire 150 mots et pouvoir les écrire, combien de mots par jour tu peux traduire? Et en fonction, donc, du coup, tu peux évaluer le minimum que tu peux produire si tu ne fais que ce service-là. Et généralement, quand tu as ce minimum-là, tu établis donc si c'est assez pour que tu puisses atteindre tes aspirations financières. Sinon, c'est ça qui va te permettre de regarder au niveau de la structure de ton service. Comment tu vas structurer ton service pour que, autour du service de traduction, comment tu dois le mettre en place pour que ça devienne une entreprise rentable et viable. Et c'est généralement comment on utilise ce genre d'informations pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et parfois, les gens sautent ces étapes-là. Et parce que les gens sautent ces étapes-là, c'est ça qui fait que parfois on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe après, ou on est coincé à un certain moment, on ne sait plus comment avancer. Et c'est très important vraiment de prendre la peine de passer à travers ces questions-là et d'analyser. Et comme j'ai dit, la semaine prochaine, on a ce webinaire-là qui vous aide à vraiment comprendre les mécanismes pour pouvoir faire toutes ces analyses. J'ai regardé qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je peux continuer. Maintenant, alors que j'ai survolé cet aspect au niveau de opérer son business, qu'est-ce qu'il faut pour opérer un business, peu importe, et pour réussir son business, le démarrage et la gestion de son business. Maintenant, dans la particularité d'opérer son business de la maison. Il y a effectivement les aspects. On sait que la plupart du temps, la raison pour laquelle les gens veulent aller opérer leur business à partir de la maison, c'est pour les avantages évidents. Les avantages évidents qui sont de gérer son business à la maison. Et donc, je me suis amusée à les rappeler tout de suite. Il y a des avantages, bien sûr, au-delà des avantages connus, qui sont que, bon, on est libre, on est chez soi, on n'a pas à se casser la tête sur beaucoup de choses. J'ai regroupé un peu ces avantages sur 3 plans, au niveau fiscal, au niveau humain, au niveau opérationnel. Oui, il y a des avantages évidents pour gérer son business à partir de la maison. Au niveau fiscal, ça te donne des avantages parce que en tant qu'individu, il y a une limite de ce qu'on peut déclarer quand on fait sa déclaration d'impôt. La nourriture qu'on achète, l'épicerie qu'on achète et tout ça là, ça compte pour rien. Ta voiture personnelle, ça compte pas vraiment. Toutes les dépenses, tu achètes tes meubles, là, ça compte pas vraiment. Il y a beaucoup de choses qui ne comptent pas. Mais dès que tu commences à gérer ton business à partir de la maison et tu utilises les mêmes choses, subitement, ça change. Parce que la fiscalité d'une entreprise, des corporations est un peu différente de la fiscalité individuelle. Au niveau des corporations, la fiscalité est vraiment regardée sur 2 choses. Les dépenses d'une entreprise versus les revenus d'une entreprise. Et puis, on fait la différence, on te taxe là-dessus. Et puis, ici au Canada, on taxe beaucoup plus sur le surplus. Donc, on va voir si tu as rentré 10 000 $ et que tes dépenses étaient sur 6 000, on va te taxer sur les 4 000 de différence. Et donc, c'est à toi de voir. C'est vrai que généralement, pour les entreprises, plus il y a des dépenses, mieux c'est, ainsi de suite. Parce que si tu as les dépenses qui dépassent tes revenus, tu ne payes pas les taxes. Mais au niveau des individuels, c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas, en fait, parce que tes dépenses, tu les déclares pas de la même façon. Et une fois que tu commences maintenant à opérer une entreprise à partir de la maison, ça te permet donc de tes dépenses, du coup, commencent à être comptabilisées. Parce que la nature, comme j'ai dit, la nature de toute entreprise fiscalement, c'est qu'on comptabilise les dépenses. Et du coup, ça te permet maintenant les dépenses liées à ta voiture.
maintenant sont comptabilisées. Donc, ça aide au niveau de baisser tes impôts. Les dépenses au niveau des fournitures de bureau, les fournitures que tu vas acheter, un canapé que tu as, et si subitement, quand les clients viennent, ils s'asseyent sur ce canapé-là et puis attendent leur tour, du coup, tu peux déclarer le coût de ce canapé-là comme une dépense de ton business. Les intérêts sur l'hypothèque. Si tu es en train tu as une maison et que tu payes ton hypothèque, du coup, tu as des avantages au niveau de ton hypothèque, même au niveau du loyer. On va calculer le square footage, l'espace que le business occupe. Et cet espace-là, on déduit ça de ton loyer, que tu peux déclarer cet espace-là comme une dépense de l'entreprise. Les services comme l'eau, l'électricité, l'Internet, c'est des choses que tu peux déclarer et avoir des baisses d'impôts. Et souvent, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, en fait, préfèrent opérer leur business de la maison parce que ça leur donne beaucoup d'avantages fiscaux comme ça, parce que subitement, comme j'ai dit, des dépenses qui étaient des dépenses de la maison normalement, tu peux les faire transférer au niveau de l'entreprise et payer moins de taxes. Alors que si, par exemple, individuellement, peut-être tu travailles quelque part et tu gagnes 80 000 dollars par année et que au niveau de tes dépenses, quand on calcule, il te reste, par exemple, comment dire, une fourchette de peut-être 30 000 qu'on considère que tu n'utilises pas et puis ça te met dans la fourchette imposable de très haut niveau. Et maintenant, du fait que tu travailles à partir de la maison, que tu as ton business à partir de la maison, maintenant, tu peux aller prendre toutes ces dépenses-là et puis ajouter et qui permettent de baisser un petit peu ta fourchette qui est imposable. Et beaucoup de gens choisissent d'opérer leur business de la maison pour bénéficier de ces avantages fiscaux-là. Au niveau humain, bien sûr, tu n'as plus à te taper tout le trafic qu'il y a sur la 401 ou la Gardiner. Vous pouvez créer vos propres horaires. L'environnement de travail est confortable. Tu ne te heurtes pas à des cubiques et puis les collègues qui dérangent, ainsi de suite, et toutes sortes de choses auxquelles on fait face quand on est dans un bureau. Et vous déterminez votre temps vous-même. C'est ce genre d'avantage que les gens choisissent. Et au niveau opérationnel, bien sûr, la réduction des coûts d'opération. Il n'y a pas un loyer supplémentaire des employés, t'en as pas beaucoup ou t'en as pas du tout. Et il n'y a pas d'équipement lourd acheté, ainsi de suite. Généralement, c'est des avantages qu'on gagne quand même quand on est en train d'opérer son business de la maison. Mais je pense que c'est des choses probablement que je ne vous apprends pas. Mais si je vous les apprends, tant mieux. Mais la plupart du temps, c'est les raisons pour lesquelles les gens décident d'opérer le business de la maison. Mais évidemment, qui dit avantage dit aussi inconvénient. Donc, c'est des choses que vous allez devoir surveiller quand vous décidez d'opérer votre business de la maison. C'est que effectivement, dans les inconvénients, le plus gros, c'est souvent le manque d'espace pour l'expansion. Vous commencez à gérer votre business et maintenant, hey, vous avez gagné peut-être un gros contrat et vous devez grandir. Généralement, quand vous êtes dans un local, peut-être vous pouvez prendre le bureau d'à côté pour avoir plus d'espace. Mais quand vous êtes chez vous, vous n'allez pas pouvoir avoir l'espace. Et parfois, on a vu que ça réduit souvent les ambitions des entrepreneurs où ils vont se contenter parce que l'espace qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont. Et ils vont pas oser grandir leur entreprise quand bien même elle est en train de grandir parce qu'ils protègent le fait qu'ils doivent opérer de la maison. Et généralement, c'est un risque très, très gros qu'il y a pour certaines entreprises à domicile et qu'il faut surveiller, il faut avoir un œil là-dessus. Parce que vous êtes un entrepreneur d'abord. Et si vous devez vivre une expansion, il faudrait que vous pensiez, planifier comment vous pouvez gérer votre expansion, même si vous continuez à travailler de la maison. Une des façons que les gens utilisent, c'est aujourd'hui, il y a des bureaux virtuels. Il y a des employés en télétravail, ainsi de suite, qui pourront vous permettre de pouvoir gérer cette expansion-là si ça arrive. L'isolement, bien sûr, c'est un autre inconvénient parce que vous travaillez de la maison, vous êtes loin de tout le monde, vous êtes seul et c'est pas toujours évident
parce que quand vous vous déplacez, allez au bureau, il y a quand même des gens tout autour, ne serait-ce que des voisins. Donc, c'est très important de pouvoir avoir un œil comment vous allez régler le problème de l'isolement. Il y a aussi des contraintes juridiques qu'il y a parce qu'il y a des restrictions dépendamment de là où vous habitez. Je vais revenir là-dessus plus tard. Bien sûr, le plus gros inconvénient, c'est les interruptions de votre famille, des voisins, des amis et l'impossibilité pour vous de dire non. C'est souvent la plus grosse affaire pour les personnes qui gèrent leurs entreprises de la maison. Ça devient qu'on téléphone, OK, va chercher l'enfant à la garderie, ou va faire l'épicerie, ou va faire ainsi de suite. Et c'est des choses qu'il faut souvent surveiller et de voir comment vous-même vous donnez cette discipline nécessaire justement pour que ces interruptions-là ne viennent pas empiéter la gestion de votre entreprise. Et il y a bien sûr, quand vous gérez une entreprise, tous les matins, vous devez avoir la motivation qui vous permet de vous lever, d'aller faire ce qu'il y a à faire. Et souvent, quand ça va mal, vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous booste. Et parfois, vous êtes seul, là. Il n'y a personne autour. Parfois, quand vous avez un bureau, il y a, comme j'ai dit, il y a peut-être des voisins de bureau, il y a peut-être des employés, il y a peut-être toutes sortes de possibilités de pouvoir voir des gens, juste même changer d'environnement. Parfois, ça aide à booster. Mais là, vous êtes seul et que vous allez devoir trouver la motivation interne et la discipline interne pour pouvoir vous donner ce courage-là de pouvoir continuer, peu importe les situations. Donc, c'est souvent des inconvénients. Il y a plusieurs qu'on peut énumérer du cas par cas. Je peux pas passer à travers parce que il y a aussi certains inconvénients qui viennent du type d'entreprise que vous êtes en train de gérer. Et c'est des choses qu'on peut voir si on fait l'accompagnement individuel pour pouvoir vous guider sur qu'est-ce que vous devez surveiller. Maintenant, le plus important de tout ce webinaire, c'est de pouvoir voir comment vous pouvez donc opérer votre business efficacement si vous décidez de le gérer à partir de la maison. Parce que comme j'ai dit, il y a l'aspect de la gestion même du business qui vient avec son lot d'obligations, son lot de choses. Et comme j'ai montré là les inconvénients qui viennent avec le fait que vous êtes en train d'opérer à partir de la maison. Le premier aspect, l'astuce que je dois vous donner, que j'ai voulu partager, c'est d'abord vous. C'est sur vous que vous devez travailler parce que vous allez être l'élément crucial maintenant que vous décidez de démarrer votre business à partir de la maison. Et c'est d'où l'importance encore de pourquoi je veux démarrer mon entreprise et le faire de chez moi. Parce que comme j'ai dit, ça va être le déterminant le plus important pour vous guider tous les jours par rapport à ce que vous devez faire, par rapport à comment vous organisez votre journée, par rapport à comment vous établissez vos objectifs, par rapport à comment vous établissez vos cibles. Parce que vous êtes à la maison, c'est pas parce que vous êtes à la maison que ça veut dire que vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes maintenant un entrepreneur qui a juste décidé de le faire à partir de là où vous habitez. Et donc, il ne faudra pas qu'un oublie l'autre. Il ne faudra pas qu'un chapeau oublie l'autre. Et même, il faudra même que le chapeau de l'entrepreneur arrive à s'affirmer efficacement à l'intérieur de la résidence où vous êtes. Et c'est très important de devoir donc surveiller les aspects que j'ai soulevés. La flexibilité de temps ne veut pas dire la relaxation. C'est très important pour vous d'avoir la discipline, la gestion de son temps. Et la gestion de son temps devient vraiment le principe capital qui doit vous guider tous les jours. Comment vous gérez votre temps? J'ai dit tout à l'heure, par exemple, si vous êtes dans un processus de traduction, si vous ne pouvez traduire qu'un certain nombre de mots par jour, une journée n'a que 24 heures. Et dans les 24 heures, vous devez gérer votre business et vous devez vivre. Et comment vous arrivez à balancer le temps entre le temps de votre vie et le temps de votre business? Et c'est là où vous devez vraiment bien vous donner un calendrier, bien fixer vos objectifs
et bien établir les heures de travail et s'assurer que quand c'est les heures de travail, c'est les heures de travail. Quand vous êtes en train de gérer une entreprise, peu importe là où vous êtes, votre résultat dépend du nombre d'heures que vous consacrez à votre entreprise. Et je vous assure qu'en entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très incroyable. Si vous ne donnez que 3 heures par jour, vous allez avoir le résultat d'un investissement de 3 heures par jour. Si vous donnez 8 heures par jour, vous allez avoir le résultat d'un investissement de 8 heures par jour. Chaque minute contribue au résultat que vous allez avoir. Donc, c'est très important de voir si votre business demande que vous y contribuez 5 heures par jour, c'est à vous de vous discipliner pour donner ces 5 heures par jour. Et ça veut donc dire que vous devez éliminer le bruit, vous devez vous donner un plan de travail par jour. Tout le monde travaille avec un to-do list. C'est à vous de voir si est-ce que c'est la veille avant d'aller vous coucher que vous mettez la liste de ce que vous avez la liste de ce que vous allez accomplir demain, ou c'est le matin quand vous vous levez, c'est la première chose que vous allez mettre, qu'est-ce que vous devez faire dans la journée. Certains fonctionnent comme ça. C'est à vous de voir aussi en fonction de votre personnalité. Est-ce que dans la journée, vous faites mieux certaines choses le matin ou vous faites mieux certaines choses l'après-midi? Est-ce que dans la journée aussi, en fonction de vos clients, est-ce que certaines choses, c'est mieux de le faire très tôt le matin de 9 heures parce que c'est peut-être à ce moment-là que vous allez avoir vos clients? Est-ce que c'est mieux de le faire l'après-midi? Je ne peux pas vous dire, mais c'est juste les éléments qui permettent à chaque personne de pouvoir voir comment tu organises ton travail quand tu es à la maison pour que tu sois efficace. Et c'est des choses qui s'étudient. Il y a des outils qui existent, il y a des livres qui existent que vous pouvez aller chercher pour voir comment vous organisez votre temps de travail de façon efficace quand vous êtes seul et vous n'avez personne autour. Parce que l'avantage quand vous travaillez pour quelqu'un, c'est qu'il y a un cadre qui est préétabli pour vous. Mais quand vous travaillez seul et vous êtes à votre propre compte, il n'y a personne pour établir votre cadre. C'est vous-même qui devez établir votre cadre de travail pour s'assurer que vous pouvez être efficace et puis vous atteignez vos objectifs et vous exécutez ce que vous avez à exécuter. Donc, c'est très important de pouvoir vous donner cette discipline dans la gestion de votre temps. Et si c'est vraiment que c'est un temps que vous avez établi qu'aujourd'hui, je dois faire, par exemple, 15 coups de fil par jour pour que je puisse avoir tant de nombre de clients, c'est à vous de vous discipliner à faire ces 15 coups de fil par jour. Et si, je ne veux pas dire qu'il ne peut pas avoir des imprévus parce que vous êtes à la maison. Il peut arriver que si vous êtes dans un condo, vous êtes dans un appartement, peut-être que c'est l'alarme qui est arrivée, peut-être qu'il y a eu un empêchement. Là où vous habitez, peut-être qu'il y a un problème, c'est l'électricité, il y a une panne d'électricité, ou il n'y a pas d'Internet ce jour-là. Ces choses-là peuvent arriver. Mais c'est à vous de savoir comment très rapidement vous rattraper le temps et être conscient du fait que vous avez perdu 3 heures et que vous devez rattraper ces 3 heures-là immédiatement dès que c'est possible. Parce que si vous avez planifié que pour que votre business réussisse, il faut que peut-être vous dévouez 25 heures par semaine à exécuter telle tâche pour que vous ayez les résultats. Il ne faut pas que quelque chose vienne empiéter sur cette démarche-là, sur ce processus-là. Donc, il faut que vous le fassiez à tout moment, à tout prix. L'autre chose, c'est effectivement les bruits qui arrivent. C'est à vous maintenant d'asseoir votre famille. Ça ne devrait pas être conflictuel. C'est à vous de pouvoir embarquer votre famille à expliquer le fait de votre projet d'entreprise que vous allez devoir faire à la maison, de leur expliquer à l'avance qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, donc qu'est-ce qui va changer dans la vie et de leur expliquer pourquoi c'est important l'entreprise, quel est l'impact de l'entreprise sur la vie familiale, comment ça contribue à la vie familiale. Donc, vous comptez sur eux pour qu'ils vous aident à réussir. Vous aider à réussir, c'est donc de comprendre que à partir de maintenant, de telle heure à telle heure, vous êtes en train de travailler. Donc, il ne faut pas qu'on vous dérange. Il faut qu'on vous traite de la même façon, comme si vous étiez, si vous devriez partir de la maison pour aller au bureau. Ils n'allaient pas vous voir de toute façon. C'est pas parce que vous êtes là à la maison, vous êtes disponible, qu'on doit venir vous déranger tout le temps pour des choses qui peuvent attendre. Et donc, c'est vraiment à vous, c'est vous qui savez comment vous pouvez parler à votre famille, de pouvoir asseoir votre famille, de leur expliquer le nouveau principe, la nouvelle façon de fonctionner,
et de voir aussi comment vous allez toujours garder le temps, peut-être après les heures de travail, où vous pouvez passer à travers l'aspect familial qu'il y a. Et donc, c'est très important pour vous de pouvoir avoir cette conversation-là avec les gens qui sont autour de vous pour qu'ils puissent vous aider à réussir. Et en vous aider à réussir, ça veut dire qu'ils vous donnent l'espace, le temps nécessaire et la tranquillité nécessaire pour que vous puissiez faire ce qu'il y a à faire. L'autre aspect, c'est vraiment la réduction de coûts d'opération ne veut pas dire réduire les ambitions financières. Une des erreurs que je vois souvent euh, les entrepreneurs à domicile faire, c'est que parce que je suis à domicile, oh, de toute façon, je ne vais pas avoir à me soucier des coûts de bureau. Donc, si je peux juste générer 20 000 par année, de toute façon, ça me permet de vivre. Non, tu es en train de gérer un business d'abord. Si ce business peut produire 100 000, il faut que tu travailles à produire les 100 000. Il ne faut pas que tu réduises tes ambitions parce qu'il faut savoir que c'est un choix de carrière et un choix d'accomplissement professionnel que tu t'es donné et que c'est l'enjeu majeur. Pourquoi tu vas réduire tes ambitions? Parce que là, c'est plus facile de produire juste 20 000, donc tu ne vas pas faire des efforts nécessaires. Tu ne sais pas du tout ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Si cette année, tu es dans des conditions où tu peux produire 100 000, pourquoi pas produire 100 000? Pourquoi pas mettre tout en œuvre pour que tu ailles chercher le maximum de ce que le marché peut te produire, peut te permettre de produire. On est en train de voir comment des personnes, avec le Covid qui est arrivé, certains business ne fonctionnent pas depuis 4 mois. Depuis 4 mois. Or, certains qui arrivent à survivre, c'est ceux qui ont peut-être une enveloppe à côté là, et qui ont des réserves, qui ont mis des mesures en place. Et donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il ne faut pas réduire ses ambitions financières parce que là, on a le minimum qu'on a et puis ça nous permet de fonctionner. Un entrepreneur n'a pas peur de l'argent. Un entrepreneur n'a pas peur de produire autant que possible. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que vous êtes en train de gérer une entreprise à la maison que vous n'êtes pas un entrepreneur. C'est pas une question de capitalisme versus libéralisme, c'est vraiment une question d'une activité économique, une activité commerciale qui est si tu es dans des conditions où les marchés te permettent de produire plus, c'est à toi de pouvoir aller faire plus que tu. Donc, il ne faut pas réduire tes ambitions parce que à la maison, puisque tu n'as pas autant de coûts d'opération, donc il n'y a pas. Tu peux ne pas avoir des coûts d'opération, mais ça ne veut pas dire que des coûts au niveau de la famille ne sont pas plus élevés. Ça, ils peuvent ne pas être élevés aujourd'hui, mais ils peuvent être élevés l'année prochaine. Et ça serait intéressant si c'est qu'au moment où ça arrive, tu avais produit plus l'année d'avant et qui te permet de pouvoir assurer ces coûts-là pour que quand la situation familiale s'ajoute et qui augmente les coûts, ça n'affecte pas la rentabilité de ton entreprise parce que, comme j'ai dit, les 3 principes, il faut toujours se soucier de ça. Donc, si aujourd'hui tu es dans des conditions où tu peux produire plus, il ne faut pas que tu réduises tes ambitions parce que t'as pas besoin de te casser la tête plus que ça. Et c'est vraiment un aspect très important quand on opère de la maison parce que si tu étais dans un bureau, généralement, il n'y a aucun entrepreneur au bureau qui peut avoir la possibilité de gagner plus et puis qui va refuser ou bien qui va pas se battre pour pouvoir le gagner. Et c'est un aspect très important à considérer. La deuxième chose, c'est vraiment son projet d'entreprise lui-même. Il faut le protéger. J'ai parlé tout à l'heure du type d'entreprise qu'on choisit. Et puis, quelle est l'idée qu'on est en train d'exploiter, de s'assurer que la faisabilité va être constante tout au long. Parce que parfois, quand on est à la maison, il y a des choses qui changent. Il peut arriver qu'au départ, vous aviez l'autorisation municipale d'opérer ce genre de business de la maison. Et du coup, la politique change et puis un autre maire arrive et décide de tout changer et interdit maintenant que tu ne peux plus opérer ce genre de business, ainsi de suite. C'est des choses qu'il faut considérer. Mais au-delà de ça, il y a l'aspect vraiment très important ici que je pense que j'ai continué à mentionner petit à petit tout au long, qui est de
répondre à la question de pourquoi on travaille. J'aime toujours continuer à mentionner cet aspect-là et continuer vraiment à insister sur cet aspect. Quand on est un entrepreneur, c'est juste un choix d'activité économique. Tu es juste l'opposé de quelqu'un qui a décidé d'être employé quelque part. Mais vous deux, vous avez les mêmes objectifs. Vous avez les mêmes ambitions, l'accomplissement professionnel, l'accomplissement personnel. Et pourquoi on travaille? Contrairement à ce que les gens croient, on ne travaille pas parce que on a des diplômes et puis on veut démontrer qu'on est capable de faire ça, ainsi de suite. La raison vraiment première pour laquelle on travaille, c'est qu'on veut subvenir à sa vie et préparer sa retraite. C'est deux choses que parfois on prend pour acquis. La dernière chose, préparer sa retraite, qu'on oublie. Ceux qui sont employés n'oublient pas cet aspect. Parce que eux, il y a un cadre qui permet qu'automatiquement, ils financent leur fonds de retraite. Mais quand tu as choisi d'être un entrepreneur, parfois c'est un aspect qu'on oublie et qu'il ne faut pas oublier. Et donc, tout ce que tu fais doit contribuer à ces deux choses. Et ça veut donc dire que il faut pas oublier que c'est un choix de carrière. C'est un choix d'accomplissement professionnel. Donc, ton idée doit permettre que tu génères assez de revenus pour subvenir à ta vie et de préparer ta retraite. Et donc, il faut que tes plans, ton opération, tout ça soit assez sérieux, soit assez consistant et soit au point où tu peux assurer ces choses-là. Et c'est très important quand on est à la maison de ne pas apporter le laxisme, de ne pas se laisser aller, de pouvoir se soucier de ce sérieux-là, de cette responsabilisation qu'il y a à générer assez de revenus pour subvenir à ta vie de maintenant et de ce qu'elle va être dans 2, 3, 4, 5 ans, dans 10 ans, et aussi ta retraite qui va arriver plus tard. Et il faut penser à tous ces aspects-là et donc de pouvoir te donner des plans qui te font que ton business peut générer assez de revenus pour pouvoir faire ces choses. Et comme je dis, c'est pas qu'il faut avoir peur au début. Si on a une idée de business, on voit qu'il ne peut générer que peut-être 20 000, 25 000. Tout est une question de comment tu vas structurer ton entreprise pour atteindre ces objectifs. Et c'est là que c'est très important des étapes de départ. Au moment où tu es en train de démarrer ton entreprise, comment tu as structuré ton idée d'entreprise, comment tu as construit ton projet d'entreprise, donc comment tu as planifié la gestion opérationnelle de ton entreprise pour que ça puisse atteindre les objectifs que tu te fixes, tes objectifs de vie et ta retraite. Parce qu'on veut toujours au moment où tu vas arrêter d'être actif professionnellement, il faut que tu aies de quoi pouvoir vivre décemment toujours. Et quand tu es entrepreneur, c'est pas différent de quand tu travailles. Et c'est très important de penser à ces aspects et de pouvoir vraiment les intégrer dans la gestion de ton entreprise pour te donner le sérieux nécessaire et la conscientisation nécessaire. La troisième chose, je pense que ça, je vais pas m'attarder là-dessus au niveau de la conformité des lois. La loi la plus importante, c'est le zonage, qu'il faut toujours vérifier dans la municipalité, comment le zonage, c'est capital quand vous voulez gérer une entreprise de la maison, de définir, d'aller vérifier à la municipalité la loi du zonage. Le zonage, c'est souvent la loi qui détermine quelle activité est permise dans telle zone résidentielle et quelle activité n'est pas permise. Et c'est très important parce que parfois les pénalités peuvent être énormes et tu ne peux pas passer le temps à commencer à gérer quelque chose au milieu où peut-être tout va bien, tu as commencé, c'est là où un inspecteur où tu reçois une lettre de ta municipalité qui te demande de cesser tes activités immédiatement. Il y a aussi l'autre aspect qui est que peut-être que les bruits ne sont pas autorisés. Il y a certains camions, des trucks qui ne peuvent pas rentrer dans une certaine zone. Et donc, si votre business dépend beaucoup de livraison, de ramassage, ainsi de suite, il peut aussi arriver quand vous habitez dans un immeuble qu'il y a une limite de combien de gens peuvent rentrer et sortir à un certain moment donné. Ainsi de suite, surtout certains immeubles qui sont contrôlés. Il y a des associations locatives qui mettent des restrictions. C'est très important pour vous de les regarder.
C'est très important de vous assurer que vous avez tous les permis, les licences, toutes les certifications nécessaires et que vous respectez les normes de santé, dépendamment du business que vous avez. Et au niveau opérationnel, bien sûr, il faut que l'espace de travail soit confortable et soit convenable. Il faut que les équipements aussi soient confortables, convenables. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a toutes sortes d'équipements, il y a toutes sortes de choses. Et vous souvenir, il faut quand même vous souvenir que c'est quand même aussi là où vous habitez et votre famille. Il ne faut pas non plus que parce que vous gérez un business, que ça empêche que la famille puisse vivre comme la famille vit normalement. Et donc, les questions de quelqu'un qui gère le business et occupe tout le salon et que les gens ne peuvent plus rester dans le salon 24 heures sur 24 parce que le business a juste pris à occuper le salon. C'est peut-être la salle à manger qui est maintenant tuée parce que toi, dois gérer ton business ou c'est les câbles de fils de téléphone qui traînent partout au milieu de la maison. Il y a des équipements convenables et confortables qui peuvent être vraiment achetés pour vous permettre d'asseoir votre entreprise comme il faut, convenablement. Parce qu'il faut aussi que ça soit assis de façon à ce que ça n'ait pas un impact sur votre santé. C'est très important de penser à la santé physique, de penser à la santé mentale et la santé émotionnelle pendant que vous êtes en train de gérer votre business. Donc, votre équipement doit être ergonomique, assez pour pouvoir protéger votre santé physique, comme je dis, et santé mentale, au niveau des lumières que vous utilisez pour que, à long terme, votre vue ne soit pas affectée et éviter la dépression, ainsi de suite. Comment vous prenez l'air à l'intérieur, c'est des aspects qu'il faut regarder que vous permettent de pouvoir gérer votre entreprise tous les jours avec la même énergie et de pouvoir être un petit peu plus efficace. Bien sûr, les distractions. Les distractions, la même chose, comme j'ai dit, qui est au niveau de la famille, c'est à vous vraiment de limiter. Le téléphone de la maison, vous l'éteignez pendant vos heures de travail, peu importe qui appelle, vous ne regardez pas. Si on sonne à la porte, vous n'allez pas voir, sauf si c'est quelqu'un qui vient livrer quelque chose que vous attendez. Mais si un voisin qui a l'habitude de venir prendre un café avec vous, vous leur expliquez qu'à partir de maintenant, de telle heure à telle heure, vous n'êtes pas disponible parce que vous travaillez. Et donc d'expliquer ces aspects-là, donc d'organiser votre temps de façon à ce que les heures soient convenables pour vous et votre famille et pour vos clients aussi. Et donc, c'est les aspects au niveau de la conformité. Alors, juste pour rappeler juste rapidement, qui est la réussite de la gestion de votre entreprise à domicile dépendra justement de votre capacité, de votre détermination. Il faudra être capable, comme j'ai dit là, de s'autodiscipliner, éliminer les bruits et distractions, garder contact avec les réseaux professionnels pour éliminer l'isolement. C'est à vous de toujours être membre de certains réseaux professionnels pour que de temps en temps, vous allez participer peut-être à leur soirée de réseautage, peut-être certains webinaires qui donnent pour que vous ayez ce contact et que vous soyez au courant de ce qui est en train de se décider dans le milieu. Peut-être vous vous abonnez à certains magazines ou en ligne, vous lisez des choses. Vous devez vous donner une motivation chaque jour. C'est à vous de déterminer comment vous donner une motivation. D'autres, c'est à travers la prière. D'autres, c'est la méditation. D'autres, c'est le sport le matin. D'autres, c'est peut-être une musique. D'autres, c'est peut-être une routine qu'ils créent le matin. Parce qu'avec ces routines-là, ça permet à la tête, au cerveau de se conditionner. Parce que comme vous savez, le cerveau, c'est un muscle très bizarre qui est que c'est un muscle où quand tu le conditionnes, il te le rappelle tout le temps de la même façon parce qu'il est conditionné à ce que face à telle situation, doit réagir de cette façon. Et donc, si pendant longtemps, tu as conditionné ton cerveau à voir la maison comme un lieu de relaxation, quand tu finis tu passes à telle pièce, voilà ce que ça veut dire, et ton corps réagit de cette façon, c'est à toi de reconditionner ton cerveau à savoir que non, à ce moment-ci, you mean business. Et à ce moment, c'est la famille. Parce que ça a tendance à ceci, l'habitude, c'est que dès que tu t'assieds sur tel canapé, tu dois t'endormir. Tu dois être tellement relax que tu t'endors. Ou dès que tu vas de l'autre côté, c'est que bon, ok, il n'y a pas de souci à voir. Ou tu vas dans l'autre pièce, c'est le stress
ainsi de suite, ainsi de suite. Et le cerveau a cette manie, comme je dis, de vous rappeler ces émotions-là, de vous rappeler ces instincts. Et c'est très important donc pour vous de pouvoir créer ce mécanisme-là. Si c'est très tôt le matin que ça marche pour vous, ou c'est le soir avant de vous coucher que ça marche pour vous, c'est aussi c'est que c'est les alarmes que vous devez mettre en place pour pouvoir vous rappeler que maintenant c'est le moment de faire ci, de faire ça. C'est à vous de voir vraiment comment vous mettez ces mécanismes-là en place pour créer ce cadre de travail qui vous permet de pouvoir fonctionner efficacement parce qu'il y a trop de tentations quand on travaille à partir de la maison. C'est aussi à vous de suivre votre plan de travail. Et votre plan de travail, il va falloir que vous arriviez à vous discipliner assez. Et le plan de travail est souvent bon dans le sens que ça vous aide en fait à ne pas faire trop de police parce que vous avez établi, vous définissez les tâches dans la semaine, voilà les cibles que je veux atteindre. Et pour atteindre ces cibles-là, lundi, je dois faire ça, mardi, je dois faire ça, mercredi, je dois faire ça samedi et tous les jours de la semaine. Et peut-être si pour vous, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ce que vous devez établir. Et là, après, vous arrivez, vous exécutez juste ce que vous devez exécuter. Pour beaucoup de personnes, c'est comme ça que les gens travaillent pour pouvoir atteindre leur efficacité. Bien sûr, garder les amis et la famille loin de soi pendant les heures de travail, ça, c'est même pas négociable. Parce que ça va être la seule façon pour vous de pouvoir en sortir. Mais comme j'ai dit, j'insiste sur le fait que c'est pas nécessaire que ça soit hostile. Vous devez les embarquer dans votre projet. Vous devez avoir cette conversation bien avant et leur expliquer comment le fonctionnement, quelle va être l'attitude, comment ils doivent respecter votre cadre de travail. La plupart du temps, dans les familles, quand tout le monde voit le bénéfice pour la famille en général, je crois fermement que les gens ont souvent tendance à vous soutenir dans votre projet. Et donc, il faudra assurer un cadre professionnel autour de soi, un service au client impeccable. Ça, c'est très important. Le service au client. Parce que c'est vous qui allez devoir faire ce qu'il y a, être comment dire, multidisciplinaire, là. Vous allez devoir être votre réceptionniste, votre assistant ou assistante administrative. Vous allez pouvoir être le gestionnaire de programme, président, toutes sortes de choses, et tout ça là chez vous. Vous devez répondre à votre téléphone de façon professionnelle. C'est pas comme quand quelqu'un téléphone, allô, comment ça va? Vous devez répondre toujours comme on répond partout, où on sait que là, ça, on est en train d'appeler une compagnie, on n'est pas en train d'appeler dans une maison quelque part. Et donc, d'assurer ce service-là pour toujours donner cette image professionnelle à vos clients et de s'assurer qu'ils voient que c'est le business. Si c'est que c'est chez vous, vous devez arranger votre maison pour que les gens, quand les gens arrivent, ils voient toujours un cadre de travail et ça leur donne envie de revenir. Pas quand ils arrivent, les enfants sont en train de courir, de venir jouer avec. Oui, les gens sont souvent gentils, là. Ils vont pas crier sur vos enfants, là, ou les repousser, mais parfois, ils vont peut-être pas revenir. Et puis, ou bien c'est votre chien qui vient, qui commence à marcher partout. Certains business, c'est correct, mais pour d'autres business, c'est peut-être pas correct. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous êtes en train de gérer, comment vous installer pour assurer un cadre professionnel, pour un cadre qui assure un service impeccable aux clients et qui donne vraiment une bonne image de votre entreprise et pour que les gens continuent à faire affaire avec vous et que les gens continuent de vous référer et que vous continuez à grandir votre entreprise. Et effectivement, c'est vous d'assurer le respect des normes légales, comme j'ai dit, de respecter le zonage, de respecter les normes de santé et de respecter toutes les bylaws et puis les restrictions qu'il y a tout autour pour vous assurer qu'il n'y a pas de pépin quand vous êtes en train de gérer votre entreprise. On ne va pas venir vous arrêter. En fin de compte, gérer son entreprise de la maison peut être beaucoup de fun. Beaucoup de fun vraiment. Si on arrive à réussir à bien s'installer et avoir la motivation de mettre le même cadre professionnel que si on était en train de travailler ailleurs. Et ça peut vraiment vous donner un bon cadre pour que vous arriviez à réussir, même plus que
si vous étiez au bureau. Parce que c'est votre responsabilité de s'assurer que les avantages que vous avez à gérer votre business à partir de la maison, vous tirez profit de ça à 100%. Ces avantages que je mentionnais, vous n'avez plus de coûts, donc maintenant vous maximisez sur les revenus et ça vous permet de générer plus de revenus, de sauver plus d'argent, peut-être d'investir plus, de pouvoir avancer dans votre vie mieux qu'il ne faut. Et c'est pour cela que la plupart du temps, les gens décident de travailler à partir de la maison, mais à la fin, tout va dépendre de vous, de votre capacité à vous discipliner et de votre capacité à pouvoir mettre en place le cadre qu'il faut pour que vous réussissiez. Je viens de vérifier, est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de questions. Ah, c'est souvent génial si tout est clair. Pour moi, maintenant, c'est à vous la parole si vous avez des questions. Quand j'ai des questions, vous pouvez les poser maintenant, quand vous pouvez les poser plus tard, ça dépend de vous. Mais sinon, c'est vraiment l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans un webinaire. Effectivement, il y a tellement de choses qu'on peut couvrir, mais on peut juste sélectionner un cadre et puis pouvoir se concentrer là-dessus. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit, on est là. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment pour des questions que vous avez dans votre cheminement de votre business. On est là pour vous accompagner, pour vous appuyer. À tout moment, vous pouvez nous contacter 905-366-1017. Et puis aussi, l'autre côté, on a d'autres thèmes de webinaires à venir. Et n'hésitez pas à participer à ces autres webinaires pour continuer à avoir de l'information. Et s'il y a d'autres thèmes auxquels on n'a pas pensé et que vous pensez qu'on doit les couvrir et que ça peut vous aider, il faut pas hésiter à nous envoyer un courriel par rapport à ces thèmes-là. C'est des choses que ça nous fait plaisir de toujours mettre en place. Et on va continuer à vous tenir au courant de ce qu'on est en train de faire. Et puis, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, alors je vais vous souhaiter un bon succès dans vos projets d'entreprise. Et n'oubliez pas qu'on est là pour vous, pour pouvoir vous appuyer à tout moment. Et à bientôt.